Eh bien bonjour, ravi d'être avec vous ce mercredi 1er juillet. C'est Noël Clément qui vous présente ce Market Inside. Nous avons ici donc le rappel légal juste devant vos yeux et nous allons pouvoir enchaîner directement sur les actifs que nous allons traiter. Alors, je l'enlève. Et vous voyez donc tout de suite le S&P 500. Alors c'est la nouvelle formule. On va voir donc comment ça peut se passer si on arrive donc à tenir le timing. Vous avez donc le S&P toujours inscrit a priori dans le triangle, même si on a l'impression qu'il en est sorti par le haut. D'ailleurs, ce matin, donc, je m'étais permis donc de faire une recommandation qui imaginait donc que nous avions donc une possibilité de partir à la hausse pour venir chercher donc les 3129. Ça n'est pas perdu pour l'instant. Pour l'instant, ça ressemblerait donc à un soulèvement, mais on va voir un peu plus dans le détail. Si je recule un petit peu, parce que là j'avais fait donc justement des constructions, on va rester donc dessus. Ce que l'on peut voir donc avec un petit peu de recul, c'est que vous avez donc ce triangle là ici et on est en train donc de le percer. Alors, allons-nous l'invalider? Il faut toujours des confirmations dans le marché, dans la liste technique. Il y avait aussi à l'intérieur de ce triangle une possibilité avec ce fameux biseau descendant que je m'étais permis donc de dessiner donc, pour les clients du live trading. A priori, donc, c'est ce qui avait fonctionné. Et on pouvait donc très bien donc, venir se choquer la tête sur cette partie haute. Alors, c'est pour ça que en H1, si je fais un zoom maintenant, eh bien, ce cercle qui avait été mis avec les clients, c'était donc pour illustrer l'étoile filante que nous avons eue, donc l'heure entre 16h et 17h, hein, puisqu'elle avait ouvert donc entre 15h et 16h. Elle avait ouvert à 15h, elle est clôturée forcément à 16h. Et l'idée, c'est que lorsque l'on a donc ce type d'étoile filante, eh bien, il faut clôturer, donc il faut une confirmation pour clôturer au-dessus de cette étoile filante. Elle peut être haussière, et généralement les Japonais appellent ça donc un doji, hein, c'est un caisse doji de régénération haussière. Mais pour cela, il faut clôturer au-dessus donc de cette mèche. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai laissé ce cercle justement pour que l'on puisse travailler ensemble demain. Alors, ce que l'on peut aussi voir, c'est qu'en H1, nous avons donc une tentative de croisement de la moyenne mobile à 55 périodes au-dessus de la 144. C'est juste en train de se faire. Est-ce que c'est un faux croisement ou un vrai? Là, la question donc va forcément se poser. Tout de suite après, nous allons parler donc du DAX, après du Silver, et après donc on va revenir donc, sur de l'intraday, sur le S&P, sur le Gold, sur le VIX et le CAC. Il y a quand même pas mal de boulot, on va essayer d'aller vite. Alors, pour le DAX, eh bien, on voit que là, le paradigme est complètement différent hein, des autres indices, hein, puisqu'on reste totalement ancré, on est en H1 à l'intérieur de ce triangle symétrique. Et globalement, là, il est de bonne facture, parce que pour en sortir, il faudrait sortir quasiment maintenant, ou demain. Pas sortir trop tard, parce que plus on sort tard dans ce type de triangle, eh bien, plus il perd son effet justement donc de catapulte, soit haussier, soit baissier. Un effet donc qui sera forcément amoindri. Donc là, ça serait quand même pas mal que ce directionnel donc arrive donc à point donc justement. On voit que ces cercles-là donc permettaient de se dire si on passe au-dessus de cet oblique, on achète. Si on passe en dessous de cet oblique, on vend. Bon, c'est vrai qu'il y a des pièges, on l'a vu sur le S&P 500, puisque manifestement donc on est en train de le percer. Et si on a un retour à la baisse, ça serait quand même un très mauvais, très mauvaise surprise, un très mauvais cadeau pour les investisseurs qui auront acheté. Au niveau de la DX, toujours la même chose. La lecture, elle permet de voir la santé justement donc, on va dire du contour, du moteur qui justement porte les prix. Et on voit donc que l'ADX qui est en noir, ici, il est en dessous de 25. Au-dessus de 25, on est en tendance. En dessous, on n'y est pas. Et on voit qu'il n'y a absolument rien qui nous permet donc vraiment de tabler sur quelque chose de solide. C'est un peu du pile ou face actuellement sur le marché. Un coup je monte, un coup je descends. C'est vraiment un marché très difficile. Actuellement, c'est très difficile. Nous l'avons ici en H1. On voit aussi donc le MACD tout en bas, bon, qui est vendeur, qui a tenté de croiser à la hausse et il a échoué. Donc nous serions en face d'un non-croisement haussier.
Comme nous avons aussi des non-croisements haussiers sur les moyennes mobiles, on l'a également sur les oscillateurs. Et quand généralement ça se passe, c'est terriblement baissier. On peut avoir une illustration également ici d'un non-croisement haussier. Vous voyez, à cet endroit-là, on a échoué sur le croisement à la hausse. Et voilà ce qui s'est passé. Nous avons eu donc un mouvement qui a fait mine de se rattraper, de repartir ici à la hausse. Et là, on a une verticale baissière qui, justement, donc, est mesurée justement sur le MACD et qui montre que nous avons un non-croisement. Est-ce que nous aurons la même chose? Ça, c'est quand même une sacrée question. Il faut impérativement que l'on sorte de ce corner qui donne donc des signaux erratiques. Le silver. Alors, le silver, là, c'est pareil, on a fait des constructions, donc là, je vais redescendre tout de suite en H1 et peut-être même en 15 minutes. Mais ce que l'on peut voir déjà en H4, c'est que globalement, la forme, c'est ça qui est intéressant, hein, la forme de ce mouvement, eh bien, nous dit que il est quand même bien ancré, justement, donc à la hausse. Ce marché en H4 nous montre que nous avons des moyennes mobiles à 377 périodes qui sont très haussières, la 144 encore, la 55 aussi. Et donc nous sommes sortis donc d'une structure en triangle symétrique. Alors comme à un moment donné on a le festival des épaules tête-épaule, après on a le festival des épaules tête-épaule inversées. Parfois ce sont les biseaux, maintenant ce sont les triangles symétriques. C'est comme ça, c'est un peu normal d'ailleurs. Hein, si le marché donc prend des formes sur les actifs, ça se reproduit assez généralement sur les autres. Ça n'est pas illogique. Et donc, de la même manière pour justement le S&P, nous sommes sortis de ce triangle. Alors, est-ce qu'il est bien dessiné? L'avenir nous le dira. Mais globalement, il y avait l'idée de venir donc backtester donc sur cet oblique. Alors, le backtest peut se faire également sous forme de mèche. L'important, c'est de ne pas clôturer en dessous. Alors, comme c'est une bougie H4, nous avons ouvert sur... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ce que je voulais choisir. Je voulais choisir donc mon curseur croix. Eh bien, nous avons donc ouvert à 16 heures. Nous allons clôturer à la bougie à 20 heures. Donc, globalement, on a encore le temps donc pour que la mèche ne reste simplement qu'une mèche et qu'il n'y ait pas de corps. Et à ce moment-là, donc, nous aurions eu un joli backtest et une jolie entrée. Là, actuellement, nous cotons 17,90. Et donc, forcément, après acheter en dessous, justement, à 83, bah, ça devient compliqué parce qu'à ce moment-là, donc, on achèterait en dessous du triangle, donc on ne respecterait pas l'idée du backtest. Et donc, là, ça ressort donc plus du pari. Donc, si effectivement nous arrivons donc à avoir une sortie victorieuse sur le silver, hausse, eh bien, ce trend qui a été donc dessiné, alors pareil, il a été dessiné donc en cours de séance, c'est toujours très difficile donc de pouvoir dessiner du premier coup donc le bon trend. Mais l'idée, c'était que, voilà, donc on peut donc redescendre comme ceci. Là, je vais mettre ici donc ma parallèle. Et l'idée, c'était justement d'avoir cette forme de backtest qui respecterait à peu près hein, une tendance. Bon, là, on voit que là, elle est pas mal. Mais à l'intérieur, eh bien, l'idée, c'était justement de voir plutôt une structure peut-être en biseau ou en double bottom ou quelque chose qui pourrait nous aider donc justement donc à rentrer plus facilement. Il se trouve que comme il est allé chercher donc assez bas le point, on peut quand même essayer donc de l'exploiter, de le dessiner. L'idée c'est que en H1 nous avons ici un arrêt momentané de baisse, hein, puisque nous avons une toupie. Là, la bougie qui est en train de se former et qui va se terminer donc d'ici 20 minutes, eh bien, ce qui serait intéressant, c'est que maintenant, donc, sa mèche basse forme ce que l'on appelle un creux en pince. Pourquoi une pince? C'est parce que ici, nous aurions ici une mèche et une deuxième mèche qui seraient globalement à peu près au même niveau et qui, d'ailleurs, si je laisse mon cercle, hein, si je passe par exemple en 5 minutes, alors attention, on va plus rien voir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, ce creux en pince euh, symbolise en fait un double bottom. Hein, puisque vous avez le creux en pince, vous avez la première pince donc de la première bougie en 1 heure qui descend donc sur ce niveau-là. Après, donc elle remonte puisqu'on a la deuxième bougie et qui refait à nouveau une mèche. Et donc, en ce sens, c'est cet ensemble donc,
de bougie 5 minutes forme en fait un double bottom, un double creux, sur lequel donc on aurait en réalité une ligne de coup qui se situerait ici, qui serait pas du tout illogique, puisque cette ligne de coup, on voit très bien que à ce niveau-là, c'est une zone d'inversion de polarité, puisque là, ici, on avait rebondi, hein, avec cette bougie verte en forme de toupie, encore une fois. Et le fait donc après donc d'aller chercher donc le point bas, de revenir, on a une ligne de coup intéressante, ce qui veut dire que si ce niveau-là donc peut être un niveau d'accélérateur, ça serait donc entre 17,95 à peu près et 17,96. Vous voyez, c'est assez précis. Et à ce niveau-là, si effectivement donc, nous avons donc une projection, alors attention, là franchement on est dans le dans le microscope, hein, c'est plus du pied à coulisses qu'autre chose. J'essaie de doubler pour voilà. Et donc forcément donc derrière, donc si on a un double bottom, on a une ligne de coup et la ligne de coup de ce double creux nous enverrait sur 18,08. Voilà. Bon. Et donc ces 18,08, du coup, on viendrait donc au contact donc de cette oblique hein, qui est dessinée. Alors comment elle est, comme ça, comme ça. Bon. Après, par la suite, il faudra voir donc comment on pourra en sortir. Mais l'idée globale, c'est que si on fait un backtest correct, eh bien, nous devrions donc par la suite donc pouvoir rebondir sur cette ligne-là et repartir donc assez fortement donc à la hausse. Alors, on va donc basculer maintenant sur l'autre graphique que l'on a eu hier. Et donc, je vous le resserre. Et là, cette fois-ci, je vous le resserre avec une petite nuance. Donc, il s'agit toujours du S&P 500, mis en 15 minutes. Et là, qu'est-ce que je vous ai mis là? Je vous ai mis un gap. Voilà, un gap. Ok, un gap. Vous savez tous ce que c'est qu'un gap. C'est un trou de cotation. Mais, ce trou de cotation, en fin de compte, on se rend compte qu'il n'y a pas de trou de cotation. Pourquoi je l'ai fait? Tout simplement parce qu'il correspond au gap du marché cash du 23 juin. Alors comme c'est du CFD, hein, c'est des cotés en H24, et donc ce gap on ne le voit pas. Or sur le marché cash, il existe bel et bien, et nous sommes allés donc aujourd'hui tester ce gap avec cette bougie. Alors là on est en 15 minutes, mais la bougie quotidienne, donc elle est venue donc tester ce gap. Bon, il y a environ 11 points d'écart entre le CFD et le cash. Par exemple, là, on cote actuellement sur le S&P 500 à 3097,7 et sur le cash, on est à 3108 à peu près. Donc, c'est pas un hasard hein, qu'on soit donc venu se cogner donc sur ce trou de cotation. Vous pouvez regarder sur des graphiques, vous verrez ce gap. Vous verrez, il est là, hein, entre 3122 et 3122, le plus bas, hein, c'est 3000, non, le plus bas c'est 3127 et l'entrée de la fourchette c'est 3115. Et donc j'enlève les 11, donc on arrive sur une zone qui correspond à ça. Et donc ces deux sommets que l'on a eu donc hier, c'est hier ou c'est ce matin? Je vais mesurer, je vais regarder. Donc le 30, c'était bien hier, donc on était venu chercher 3100. Le plus haut, hein, c'est 3100,80. Et là, donc, nous avons fait 3107, 108, 90. Donc, ici en intraday, on va commencer à travailler dessus pour essayer donc d'extirper quelque chose donc d'exploitable. Et là, ici, je vous ai donc tracé. Alors, on retrouve, je recule, le triangle symétrique qui est ici, là et là, sur lequel nous serions en train donc de l'invalider. Mais est-ce que c'est un soulèvement? Ça existe aussi en analyse technique. On soulève une résistance et on retombe dedans. Bon, est-ce que c'est ça? Difficile à dire. On le saura forcément après. Mais déjà, je vous ai tracé donc cette tendance. Et là, je vais épaissir le trait pour bien montrer que on a une possibilité de biseau ascendant avec ici la partie basse sur laquelle donc nous sommes venus nous appuyer malheureusement que 2 fois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, ici, cette tendance, forcément, elle est haussière. Et quand on le compare avec les oscillateurs, et notamment avec le DI+, et DI-, j'ai mesuré, vous pouvez mesurer aussi à votre tour, ce sommet sur le DI+,
il est à 41,8. Et celui-ci, il a 41, donc il est plus bas. Donc on a une divergence baissière. Sur le MACD, nous avons également une divergence baissière. Et là, vous vous souvenez, on parlait de consensus. Donc là, il y a un consensus entre l'ADX et le MACD. Il y en a aussi sur le RSI 14, hein, c'est pas n'importe lequel, hein, c'est le standard. RSI 14, divergence baissière également. Par contre, sur le STO, j'ai pas voulu le faire parce que j'aurais pu le trouver. Mais franchement, là, on commence à, j'aurais pu le chercher ici. Mais là, on commence à vraiment vouloir chercher des choses qui vont dans notre sens. Donc, du coup, là, je fais l'impasse hein, sur le stochastique. Bon, ce que l'on peut voir quand même, c'est que il a fait son cycle, hein, il fonctionne par cycle. Hein, le stochastique, il passe de 20 à 80, de 80 à 20, etc. On en a parlé hier. Et donc, bien là, donc, il est en train donc, comment dire, d'impulser son cycle baissier pour revenir sur les 20. La question est, est-ce que nous allons avoir donc, une continuité et un enclenchement identique sur le RSI, puisque là, le RSI, donc, il a également trois niveaux, niveau de 70, niveau de surachat, niveau de 30, niveau de survente et le niveau de 50. C'est simplement la zone entre 50 et 70, on est en tendance haussière, c'est la force relative. Et entre 50 et 30, on est plutôt en tendance baissière, c'est la force relative donc de faiblesse, on va dire. Et globalement, quand on est donc plutôt donc au-dessus, comme là, ici, quand on truste cette zone, ça veut dire qu'on est plutôt dans une tendance vraiment, vraiment baissière. Et quand on commence à revenir donc sur les 50, et quand on le casse, on pourrait donc déjà avoir aussi une confirmation de signal. Et le MACD, on le voit également, là je zoome. Nous avons un croisement, mais franchement, c'est prématuré de dire que c'en est un, ça pourrait être un non-croisement baissier. Pour le coup, c'est un non-croisement baissier, il pourrait catapulter les prix vers le haut. Donc, bon, dans tous les cas, ce biseau, eh bien, on peut rester dedans, on peut encore venir le tester une deuxième fois. C'est-à-dire que les prix peuvent revenir encore une deuxième fois donc, dans le gap et donc venir donc, se taper la tête encore une fois sur ce biseau, ce qui ne ferait que renforcer encore plus cette structure et peut-être même de renforcer encore plus les divergences baissières. Donc là, je vous laisserai donc le soin de regarder, puisque là, forcément, 15 minutes à 20h, à 21h, donc ça aura beaucoup avancé. Allez, on va passer sur le gold. Eh bien, le revoilà. Nous avons ici ce fameux gold ici avec cette zone où on devait faire donc le backtest sur cette petite structure, hein, je vous en ai parlé ici, sur laquelle on était sorti. Et en fait, on a eu un sell-off. Alors, je ne sais pas si vous avez su, mais l'Égypte a découvert un gisement absolument gigantesque de 30 tonnes d'or. Et donc, ceci pour expliquer cela. Donc, manifestement, donc, les clients du live trading ne le savaient pas. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est une information donc très récente. Ça peut avoir un effet dilutif, hein, un peu comme une AK, hein, une augmentation de capital hein, sur une société. On ajoute des actions, on dilue l'ensemble des actifs des actionnaires et donc forcément l'action chute. C'est un peu pareil. Hein, si on a 30 tonnes d'or qui arrivent sur le marché, forcément, il y aura un effet dilutif. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que c'est un ensemble de choses? Parce qu'il y a également un côté fondamental, c'est que Pfizer a eu des résultats positifs justement sur un vaccin. Mais combien en ont déjà eu par le passé, depuis 3 mois et je pense qu'on en aura encore une bonne cinquantaine d'ici la fin de l'année. Donc bon, mais c'est vrai qu'à chaque fois le marché, forcément, il est très sensible à ça, et donc il est monté très fort. Et donc forcément, l'actif refuge m'en prend un coup aussi dans le nez, et forcément, on parle. De toute façon, le marché de l'or reste toujours très haussier. Si on avait acheté donc à 17,50, couper la position à 17,70, ça pouvait donc une bonne idée. Celui qui a réussi à 17,85 ou 87, je l'applaudis des quatre mains. Donc bon voilà. On va passer sur le VIX. On va essayer d'aller assez vite. Le VIX en 1 heure, eh bien voilà, donc pareil, hein, je sais plus c'était avec les clients du live trading ou ici sur Market Insight. Bon, j'avais dessiné donc ce biseau descendant en 1 heure. Donc nous serions sortis donc par le haut, on serait revenu donc le tester, donc s'appuyer dessus comme un backtest. À nouveau, donc on était reparti un peu à la hausse, appuyé et soutenu par les moyennes mobiles. Bon, on voit qu'elles sont assez plates forcément parce que
On a un VIX actuellement donc, qui serait justement dans sa fameuse épaule de droite, on en avait parlé. Ça, c'est l'épaule de droite, hein, en 1 heure. C'est tout à fait possible. Et le fait qu'il revienne sur ce backtest, l'inversion de polarité hein, de cette zone hein, qui était donc avant une résistance, hein, résister, rejeter les prix à la baisse, bien maintenant donc il peut donc soutenir les prix. Ce qui peut être aussi intéressant de voir, c'est que on parlait donc de divergence. Eh bien voilà, je zoome. Nous avons ici, là, on est d'accord, hein, on a 2 points qui sont plus bas. Hein, donc on est bien en tendance baissière, hein, des creux plus bas. Et si on regarde au niveau justement du MACD, nous avons une petite divergence haussière. Donc quelque part, ça serait un bon mariage justement avec l'analyse du S&P. On a également une divergence haussière également sur le D+. C'est du 1 heure, il faut relativiser, faire gaffe, mais bon, c'est des possibilités. Hein. Nous allons donc ensuite terminer par le CAC. Eh bien le CAC, vous vous souvenez, donc hier, j'avais fait justement donc une approche un peu particulière sur le fait de faire un triangle sur les moyennes mobiles, notamment donc la moyenne mobile à 3 périodes, en jaune, ici, là, ici, voilà. Et donc nous sommes bien sortis par le bas. Et là maintenant, il serait a priori question donc de backtester. Ce qui est assez amusant, vous voyez, c'est que on a contourné l'apex. C'est généralement ce qui se passe hein, quand on casse un triangle. Normalement, on doit contourner l'apex, on ne doit pas la réintégrer. Alors la question, c'est que bien sûr, on est toujours à l'intérieur du triangle, hein, mais globalement, il y a déjà donc eu un coup donc de canif dans le contrat. Donc la question est toujours à savoir, est-ce que nous allons partir à la hausse ou à la baisse? Je vais quand même terminer sur la clôture hein, du CAC, puisqu'on l'a là. Eh bien, le CAC clôture en baisse de 0,18% à 4 926,94. Le DAX, lui, eh bien, il clôture aussi en baisse de 0,49% à 12 250,25. Les chiffres ADP ont été éclipsés par les bonnes nouvelles de Pfizer, puisque les chiffres ADP, on attendait 3 millions de créations d'emplois et on n'a eu que 2 millions, 2 millions 3. Bon, voilà, quoi, on a passé ça un petit peu sous silence. Demain, on a les NFP, pareil, ils attendent également 3 millions de créations. Je vais attirer votre attention justement sur le fait que nous avions donc 5 millions le mois dernier de demandeurs d'emploi qui ont été mis dans la case d'hiver. C'est assez cocasse quand on ne sait pas quoi en faire. Et c'est pour ça qu'on avait eu donc un ADP, un NFP qui était en création d'emploi de 2,5 millions. Aujourd'hui, on attend 3 millions. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces 5 millions? Est-ce qu'ils vont à nouveau les mettre dans les cases? À part, je ne sais pas. On verra donc demain. Je vous souhaite donc en tout cas une bonne soirée. Protégez-vous au travers des stop loss, ce qui protégera toujours votre capital. Et donc je vous dis, je vous donne rendez-vous demain, donc jeudi 2 juillet. Merci, bonne soirée, au revoir.